Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans ce deuxième épisode de l'éducation en PLS, je vais contraster le modèle de l'école usine moderne que j'ai montré dans le premier épisode. Ça devrait s'afficher quelque part ici. Donc va le voir si c'est pas encore fait. Alors qu'est-ce qu'il aura de bien ce modèle que je suis sur le point de t'introduire? Alors à mes yeux, le problème fondamental de l'éducation actuelle, c'est qu'on veut enseigner des choses à des personnes qui ne veulent pas spécialement en savoir plus. Un exemple très simple, imagine-toi, tu as une petite entreprise et tu dois faire de la comptabilité parce que c'est obligatoire. Tu as une entrée d'argent, tu as des dépenses et à la fin de l'année, il faut faire un bilan, donc tu es confronté à faire de la comptabilité. Remarque qu'à cet instant où tu vois une utilité réelle de la comptabilité, c'est-à-dire aussi des calculs, des maths, ce qui va se passer, c'est que tu seras dans un état de curiosité extrême et si à ce moment-là, on t'explique ce dont tu as besoin de savoir, tu vas apprendre beaucoup plus rapidement. Voilà le problème fondamental, je vais pas aller plus en détail dans cette vidéo, t'inquiète pas, il y en aura d'autres encore. Une fois qu'on est en position apprentissage, disons dans une salle de cours, on est face à deux immenses problèmes et c'est là où cette nouvelle méthode va être très intéressante. Le premier, c'est la rigidité du programme. Alors contrairement à ce que tu crois, ton prof, il n'est pas maître de son programme. Disons, il peut le faire à sa sauce, mais il est quand même obligé d'exécuter d'ici fin d'année. En tout cas, il a un temps fini pour exécuter un programme. Sinon, il va se faire taper dessus. Et le deuxième problème, c'est la compétitivité interne dans une classe. Et oui, le modèle école-usine moderne va bien encourager ces deux problématiques que je viens de citer. Et le nouveau modèle que j'aimerais bien introduire dans cette vidéo, c'est celui de l'équipe de sport. L'équipe de sport, c'est quoi? Eh ben, il y a bien un prof, dans ce cas-là, c'est un entraîneur qui va coacher un ensemble d'athlètes, dans notre cas les étudiants. Alors ça peut paraître con, mais le coach on le voit souvent comme un mentor, un gars qui veut vraiment nous aider, alors que le prof on le voit comme une personne qui est là en train de nous imposer des trucs, alors que ça ne devrait pas être le cas. Déjà on est dans un modèle beaucoup plus souple. On peut trouver dans une équipe de sport des athlètes ayant une différence de 2-3 ans. Et ensuite, on voit que justement ces deux grandes problématiques n'ont plus vraiment lieu. La première déjà, c'est la rigidité. Alors c'est vrai que l'entraîneur, son objectif, c'est de rendre, on va dire, l'athlète au top de sa forme. Mais pour en arriver là, il n'est pas obligé de suivre un programme prédéfini. Par exemple, si aujourd'hui j'ai un match de basket, en fait, on ne sait pas si ce match va être très intense ou facile. Supposons que le match soit extrêmement intense. Le lendemain, l'équipe va être fatiguée. Et l'entraîneur, justement, il va devoir adapter son entraînement à l'état de l'équipe. Dans un cas de figure contraire, si le match se déroule très facilement, c'est limite de l'entraînement, et le lendemain, on pourra faire un entraînement beaucoup plus difficile. Bref, quoi qu'il arrive, on va s'entraîner, mais on passera peut-être par des chemins différents. Et cette souplesse, on la retrouve beaucoup moins à l'école. Parce que le prof, et c'est pas vraiment de son erreur, quand il arrive à l'école, il est limite obligé de faire ce programme. Parce que sinon, il n'a plus le temps de le faire. Donc, quoi qu'il arrive, il va plus être préoccupé à enseigner, à lui faire écrire un cours que vraiment à enseigner quoi que ce soit. Et on a tous eu ces 2-3 heures surprises qu'un prof d'un coup décide de prendre parce qu'il doit rattraper 20 pages de son cours. Donc premièrement, cette première flexibilité. Deuxièmement, la compétitivité. Dans une équipe de foot, de basket, de handball, peu importe, on voit bien qu'on va essayer de travailler ensemble. La compétition, elle est entre les classes, disons, entre les équipes de foot. Mais dans une équipe, tu peux pas avoir de la compétition. Au contraire, ce que les gens, ils essayent, c'est justement de se tirer tous vers le haut. Et dans cet état d'esprit, ce qui est vraiment bien, c'est que quand tu es moins bon, en tout cas dans certains points, tu vas pas avoir les meilleurs comme une concurrence, comme quelqu'un que tu as envie de détruire. Mais au contraire, tu vas te dire, tiens, à la fois, le très bon va essayer de transmettre le savoir à ceux qui sont moins bons et ceux qui sont moins bons, ils vont essayer de s'inspirer des meilleurs éléments. Et ça va juste créer un cercle vertueux. On n'aura pas le cercle vicieux actuel où tu te sens souvent en compétition avec ton voisin. Et en fait, c'est ça qui est ridicule, c'est que je suis d'accord qu'il y a une compétition générale, et peut-être que c'est même sain parce que ça motive, mais croire qu'on est en compétition avec son voisin, c'est complètement faux. Dis-toi qu'à l'échelle de la France, le nombre d'étudiants qu'il y a pour une école, pour une fac ou pour une prépa,
c'est juste absurde de croire que c'est ton voisin qui est en compétition avec toi. Bien sûr que non. L'idée, ça serait de prendre ton voisin et de travailler ensemble pour devenir plus fort et que toute la classe devienne ensemble plus forte pour se ranker, pour se classer au niveau à l'échelle française, nationale. Et ça, c'est un point de vue personnel, mais c'est vraiment cette compétition interne à échelle vraiment très petite que je reproche. Donc voilà un système alternatif pour l'éducation scolaire, pourtant qu'on est tous déjà familiers si on a fait du sport ou bien de la musique en groupe. En mettant maintenant en avant quelques éléments de notre système actuel, c'est vrai qu'on essaye actuellement de recréer parfois ce travail de groupe. C'est notamment le cas des TPE ou bien au collège. Alors moi à l'époque c'était les itinéraires de découverte, maintenant il y a sûrement un autre nom, mais bref, peu importe. Ce qu'on essaye, c'est justement de recréer des projets en groupe où différents étudiants vont être amenés à travailler ensemble pour trouver une solution. Et ça m'intéresse. Toi, comment tu as vécu tes projets en groupe? Moi, de mon côté, je sais que quand je travaillais avec une personne avec qui j'avais l'habitude de travailler, ça se passait plutôt bien. 2-3 personnes grand max. Après, ça commençait à être le bordel. Et je remarquais aussi que quand on était à plus de 3 étudiants et que je les connaissais moins, j'avais tendance à moins faire, voire même rien foutre. Et je comprenais pas trop pourquoi à l'époque. Mais avec un peu de recul, j'ai remarqué que, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de structure. Personne n'avait, disons, la légitimité de dire, OK, toi, tu fais ça, ça, ça. Et je remarque actuellement, surtout avec le projet Matrix, que quand tu as beaucoup de personnes, il faut 1 ou 2 personnes qui coordonnent les tâches à faire. Sinon, c'est le bordel. Mais bon, toi, tu l'as peut-être vécu autrement. Dis-le moi dans les commentaires. Je parlerai de tout ça en détail pour les émissions spéciales entrepreneurs. Voilà les machines pour ce deuxième épisode. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et je continuerai à lire vos commentaires. Puis on va continuer à explorer d'autres alternatives et aussi essayer de faire d'autres critiques constructives. Encore une fois, l'idée de tout ça, c'est juste de faire des critiques constructives. Peut-être que par la discussion ou par la proposition d'alternatives, on arrivera à faire évoluer ce système. Reste au top et je te dis à bientôt.